C'est parti. D'accord. Donc, on est rendu avec le if. Et ce que disaient Christopher et Gildor, c'est en plein ça. Une condition, c'est une expression de programmation qui doit s'évaluer à vrai ou faux. Et if la condition s'évalue à vrai, then, on a les instructions à effectuer. Est-ce que le mot then est utilisé en Java? Non. Non, je pense pas. Non, il est assumé, mais il n'est pas utilisé. Dans beaucoup de langages, on a un then, mais en Java, on a un if, expression entre parenthèses, et on met entre accolades les instructions effectuées. Comme vous pouvez voir dans la diapo qui est devant vous, dans le cas de PLSQL, il n'y a pas d'accolade dans lequel on met le code. On l'écrit juste une en arrière de l'autre. Et là, je vous ai dit, je vous dirais c'est quoi la pogne. Il n'y en a rien qu'une, mais elle est bonne. Regardez comment s'écrit le LCIF. Oups, pardon. Oubliez le crochet ouvert. Le crochet ouvert, là, vous vous souvenez que dans la syntaxe, c'est simplement pour vous dire que c'est optionnel. Mais LCIF, là, E-L-S-I-F. Il n'y a pas de E, il n'y a pas d'espace. C'est beau? Ça, c'est le LCIF. Et on a le else, et on finit avec un NDIF en deux mots. Est-ce que c'est clair? Oui. Mais rien de mieux que de faire un test. Alors, je vais vous demander de faire une petite procédure qui reçoit en paramètre un nombre. Si le nombre est 2, vous dites pair. Si le nombre, en fait, si le nombre est pair, vous dites qu'il est pair, puis si le nombre est impair, vous dites qu'il est impair avec un DBMS output. Donc, laissez-moi vous écrire ça. Donc, faire une procédure qui reçoit un nombre en paramètres et affiche Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas la consigne? C'est beau? Donc, vous y allez. Vous vous connectez comme Scott. Et dans 5 minutes, on regarde ça ensemble. Vous vous souvenez comment faire un create or replace procédure? Ouais. Allez-y.
Monsieur, Oui, est-ce qu'on se connecte en tant que Scott avec notre l'adresse 192, 168 ou c'est Scott? les deux vont fonctionner, oui. Les deux Ok, fonctionnent maintenant. Ta BD parle sur ton petit réseau privé à 192, sinon tu peux encore passer par ton app. ok, parfait, merci. Ça fait plaisir. Donc, monsieur, ce que je vois, c'est qu'avec ça, on n'a plus besoin de PHP avec ça, parce que je vois que c'est la même chose, On est à peu capable près. d'en, on est capable d'en faire pas mal. Le problème devient comment je fais l'affichage. Parce que pour tout ce qui est du traitement, en fait, c'est bien mieux de le faire dans BD qu'en PHP. Et après ça, n'oubliez pas de me faire une petite procédure là, pour me permettre de le tester. Hein? Pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui, comme moi, ne l'ont pas, n'oubliez pas d'activer votre DBMS Output. Est-ce qu'il y en a qui ont terminé de créer leur petite procédure? OK, je vous laisse aller. Combien de temps vous avez besoin encore? Est-ce que, monsieur, la réponse, ça doit donner pair, impair, pair, hein, si je comprends bien, Si dans tu l'absence? roules cette procédure-là, donc ça ici, c'est la procédure de test. C'est un bloc anonyme. On sait que si tu appelles pair impair, tu lui passes un 0, c'est un nombre pair. 1, c'est un impair. Puis 2, c'est un nombre pair. Donc, quand tu l'exécutes,
ton résultat, là, je suis sur mon petit débogueur, je vais revenir tantôt, mais ça devrait être pair, impair, pair. Ouais, c'est bon. OK. C'est bon. Là, je suis en mode debug et vous voyez que mon paramètre pénombre est égal à 2. Ça veut dire qu'il devrait faire ça ici, puis il va sauter le else. Et voyez-vous, il n'a pas fait le else, il a sauté au whendiff. Donc, je sais exactement où il est passé. La procédure a fini son exécution, puis on a le résultat de mon bloc de tantôt, là, ce que je vous ai montré. Pair, impair, pair. On peut le vérifier, là. La procédure est exécutée et ça, c'est l'affichage. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas obtenu ces résultats-là ou dont leur procédure ne compile pas? Ou qui n'ont pas terminé? Dois-je comprendre que tout le monde a fini? Ouais, je pense pour moi. Oui. Parfait. Donc, ce n'est pas une structure qui est trop difficile, hein? Le seul truc qui est difficile, c'est si je vous avais fait un autre if. Else if, ça s'écrit comment? En PLSQL? ELS if. Oui, ELSIF. C'est la seule petite, c'est une pogne. C'est la seule pogne qu'il y a pour le if, else if. C'est ELC. C'est quoi? C'est ELSI? Comment? Tu le vois ici, je te le OK, mets en ELSIF. OK, souligné. ELSIF. OK. Le ELSIF, c'est ELSIF. Tout collé pas d'espace. Parfait, c'est bon. Vous devez connaître le case. Et en PLSQL, il y en a deux types. Tu as un case où tu mets l'élément de sélection, puis tu fais when valeur. Donc, case variable, when, mettons 5 par exemple, then instruction, when 2, then instruction, etc., etc. Donc, on va s'écrire une petite procédure et on va faire un premier, deuxième, mais à la place, je vais vous le faire comme ça. Je m'explique. Au lieu d'être un case when valeur, en fait, case variable when valeur, on va faire un case when condition. Puis tu n'es pas obligé de prendre l'autre. Je te sauve du temps. Parce que la condition ici, ben, c'est le fun. On va transformer notre pair impair en case. On est paresseux, on va travailler trop fort. Fait que dans les exemples, je vous demande transformer votre procédure pair impair en case. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ce qu'on veut travailler, c'est le résultat de ça, right? Donc, on va se déclarer une variable. N'oubliez pas, 2 points égales pour l'affectation. Je dis, c'était plus un if, ça devient un case. Un if, c'est un when. Monsieur, est-ce que c'est important d'effacer chaque fois le create or replace procédure chaque fois qu'on va Non, tu n'es pas obligé de l'effacer. Moi, là, je suis paresseux, là. Je réutilise ça. Parce que quand tu réexécutes,
il recrée la procédure. C'est pour ça que c'est un create or replace. Si elle est là, il la remplace. Si elle n'est pas là, il la crée. OK, c'est bon. OK. Parce qu'ils avaient dit dans le passé, tantôt, parce que j'avais fait, j'avais dit des comme effacés, donc je me demandais, est-ce qu'il faudrait, chaque fois qu'on fait, par exemple, maintenant on fait le case, est-ce qu'on supprime, Non, en fait, ben, pas en supprime, fait, si on enlève. tu veux la garder, tu aurais bien pu l'appeler procédure case par impair. Tiens, regarde, OK, on ne détruira pas l'autre, je vais faire ça. C'est bon? OK, c'est bon, OK. Donc, ça ici, c'était ce qu'on a rajouté, le else, qui est l'équivalent de la clause default dans le switch case en Java. C'est beau? Pour moi, si Ouais, vous c'est bon. apprenez juste le when condition, c'est parfait. Eh bien, on a aussi des boucles en PLSQL. La boucle la plus traditionnelle, c'est la for. Et là, on a, par exemple, une itération for i in 0 à 9, book, DBMS output, put line and loop. Je vais vous montrer ce que ça fait. Vous ne serez pas obligé de le faire. Là. Ça, c'est assez basic comme... C'est beau? Oups, ça ne va pas de faire là. Donc, ça a roulé 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la seule boucle qu'il y a en PLSQL? La seule boucle Non, qu'il y a où il y a juste... non, on arrive au prochain. OK. Mais on va voir pourquoi la boucle for est le fun. Parce qu'ici, on va être capable de faire for, curseur département sur le select, loop, puis là, on va toutes les afficher. On va regarder ce que ça donne, ça. Donc, for, cur, c'est pour dire curseur, in, select étoile from DEPT, loop, DBMS putline, département, concaténation, cure-dep.depno. Regardons qu'est-ce que ça donne.
Donc là, j'ai fait une boucle sur tous les enregistrements de la table DEPT. Alors, c'est ça la force des Book 4 en SQL. On peut s'en servir pour passer sur tous les enregistrements. Et ça ici, CureDep, se trouve à être une zone tampon qui pointe sur les résultats de l'énoncé select qui est ici. On pourrait aussi faire, tu n'es pas obligé de l'appeler EMP, là, mais naturellement, moi, je vais l'appeler EMP. Puis là, ben, on pourrait faire afficher le nom de l'employé. C'est iname dans la table. Allez-y, faites-moi un bloc anonyme qui fait tous les enregistrements de la table EMP. Et ce que la boucle fait, c'est simplement afficher le nom puis numéro de département. Un coup que vous avez fait ça, on prend une pause. Eh bien, bonjour. De retour de la pause. Alors, maintenant, on a fait une navigation sur des enregistrements. Et on voit ici que l'étoile, du select étoile de la table, peuple un record ici qui va contenir l'information. On ne voit pas encore votre écran. Hop, ça va être plus facile si je vous le partage. Hein? Vous voyez mon écran ici? Oui, là, c'est correct. Parfait. Donc, ce qui vient peupler le CureDep, qui est le curseur, c'est l'étoile de la table ici, département, ou si on regarde mon SQL développeur, l'étoile de la table employé, et il va boucler sur tous les enregistrements de la table. Donc, un curseur, c'est une zone de mémoire sur laquelle pointent les enregistrements qui est le résultat de ton curseur. Le curseur, c'est l'énoncé. Dans le cas ici, c'est un select étoile sur la table de département. Et ça, c'est un curseur implicite. On n'a pas eu besoin de le nommer. On va voir plus tard qu'un curseur explicite, je l'appelle curseur, je dois l'ouvrir et le fermer. Ça ici, c'est un curseur explicite. Après mon declare, j'ai dit curseur is, et là, après ça, je peux m'en servir. Ici, je n'ai pas déclaré de curseur. Là, je déclare un curseur. Il y en a un pareil ici. Le curseur, il est là dans ma parenthèse. Mais
je ne l'ai pas déclaré en haut dans ma section de déclaration. Donc, c'est un curseur implicite ici lorsque je le nomme ici. Puis en fait, si on était plus gentil, lui s'appellerait cure MP. Ça, c'est un record d'employé. Alors là, ici, c'est la même chose que vous avez fait tantôt, mais au lieu de déclarer un curseur implicite, donc mettre le select dans ma book 4, je viens tout simplement ici déclarer le curseur avant de m'en servir. Et on va voir que le résultat va être sensiblement le même. Sauf que dans mon curseur, j'avais mis where depth_no égale 20. Donc, quand je déclare un curseur, il est explicite. Quand je le déclare dans mon select, comme ici, il est implicite. Par ça, ici, c'est un curseur. Ici, j'aimerais mieux ça avec un RIC. Là. On est ici. Ça va être plus beau. Oups. Donc, implicite, il n'est pas dans ma section declare. Explicite, je le mets ici. Et là, on peut, ce qui est plaisant avec les curseurs, c'est qu'on peut les déclarer avec des paramètres. Donc, ici, je déclare mon curseur employé qui va recevoir en paramètre mon numéro de département, is, select étoile from M, where depth_no est égal au paramètre de mon curseur. Puis quand je l'appelle, j'y passe le paramètre. L'avantage que ça a, ici, j'ai été obligé de coder directement mon numéro de depth_no. Mais si j'avais voulu recevoir le depth_no numéro 10, ben là, j'aurais été pris. En faisant ça comme ça, j'ai juste à changer ma valeur ici et ça va se faire. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Devrait avoir la même chose. Oh! Ligne 7. Oups, une petite faute ici. Il faudrait que je mette le MP. Alors là, je mets le numéro d'employé, son nom. Je vais corriger ici. Faites-moi une procédure qui reçoit un numéro de département puis qui va le passer tout le long. Donc, si vous voulez, ça va ressembler beaucoup à ça.
mais au lieu d'être un bloc anonyme, ici, et ici, on va le changer de nom. C'est le depth nom du curseur. Pop declare, c'est mon as qui fait le boulot. Et là, on peut coller la procédure ici. Donc, là, on fait nos tests. Quatrième, c'est ça? Oui. Si je ne me trompe pas, le 40, il n'y en a pas. Donc, on va exécuter ça. Là, si on fait il n'en affiche aucun parce qu'il n'y en a pas dans le département 40. Donc, on a ici, je vous la remonte, la procédure AFI-EMP qui reçoit en paramètre un numéro de département. Je me déclare un curseur qui est QREM, qui, lui, curseur, va recevoir en paramètre PDEPNO curseur. Is select étoile from EMP where DEPNO égale mon curseur. La variable qui est passée ici. Puis là, ben, j'appelle mon curseur et je lui passe le numéro de département. Alors donc, on a vu comment faire on a vu en même temps comment faire un curseur explicite. Ça veut dire, on utilise le mot-clé curseur pour faire la déclaration. Et ici, on a un curseur dynamique parce qu'il reçoit en paramètre un département. Donc, là, on en a des faciles. Il y a quelqu'un qui me demandait, je pense que c'est Junior, si en PL, on a juste le for. Non, on a une boucle avec un exit when condition et on a un while. While condition loop, end loop.
Eh bien, là, on a un petit exercice qui est un petit peu plus viandeux. Une procédure qui trouve la moyenne des salaires de la table employée. Hein? La colonne salle. Afficher, on va dire, le nom des employés dont le salaire est supérieur, on dit à la moyenne. Trier par nom, parce que nous, on n'a pas de nom de famille. Pensez-vous que vous êtes capable de faire ça? Oui, on va essayer. C'est correct. Allez-y, gang! Mais j'en ai d'entre vous qui m'ont dit, oui, mais monsieur, ça, c'est particulièrement gros pour trouver une moyenne. Il y a, c'est, je crois, Junior qui m'a dit, ou Gildor, là, les voix, des fois, je les mélange, mais qui m'a dit, ouais, mais il n'y a pas une fonction en RAC qui fait ça. Genre AVG, monsieur? Y a-tu quelqu'un Oui, c'est ça, qui m'a j'avais dit. suggéré ça? C'est Gildor, hein? Ouais, c'est bon. Yeah, c'est ça, c'est ça. C'est Gildor qui a dit ça, c'est Gildor. C'est beau. Je donne le... je donne à Gildor tout le mérite de nous avoir envoyé sur la bonne ligne. Et Gildor, tu as trouvé la règle d'or. C'est pas un jeu de mots, là. C'est vrai. C'est comme ça qui est appelé dans mon PowerPoint. Ah, ok, parce que j'avais écrit que c'était Gildor pour jeu d'or aussi. Ok, ouais, j'ai compris. Effectivement, c'est un jeu de mots, mais c'était pas voulu, Gildor. Non, c'est correct, En c'est fait, drôle, c'est drôle. La règle d'or, c'est ne jamais faire en PLSQL ce que tu peux faire en SQL. Alors, je trouve ça intéressant que tu avais intuitivement le goût de dire « Il me semble que c'est compliqué, ça, de faire tout ça pour calculer la moyenne. » Je vous explique. Et étant responsable d'infrastructure, si vous avez des problèmes de performance, vous devez comprendre que ça, c'était la pire méthode pour faire la job. Parce qu'en fait, pour chacun des curseurs que je fais, je vais aller additionner le salaire et les employés. Donc, mon engin PL roule du SQL pour aller chercher le prochain enregistrement. Je reviens en PL, je retourne puis je fais ça pour autant d'employés. S'il y en avait 10 000, là, c'est la méthode affreuse. Oui, mais monsieur, pourquoi vous l'avez fait? Ben, c'était pour vous illustrer comment ne pas le faire. On se comprend? Très bien. Et pour en même temps, c'est le premier groupe que ça m'arrive, j'ai quelqu'un qui a or dans son nom, ça me permet de vous illustrer la règle d'or. Et là, vous allez dire, oui, mais monsieur, c'est pas mal moins d'ouvrage à faire, non? Alors, tu avais raison, Gildor, la méthode la plus rapide, c'est de faire select la moyenne des salaires into L moyenne salaire from EMP. Ça me prend quand même un curseur qui prend en paramètre la moyenne. Malgré, et là je l'ai montré, malgré que j'aurais pu aussi le faire sans paramètre. Ici, je l'ai fait sans paramètre. Un sous-select, ça vous rappelle-tu quelque chose? Vous savez, là, dans un cours que vous avez fait il y a très, 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 très longtemps. Dans un monde pré-pandémie? Oui, je me souviens. Ça, si je me rappelle, c'est vrai. Non, on a eu la moitié en live, puis la moitié en pandémie.
Puis toi, tu étais, après planter des arbres, si je me rappelle bien, Alexandre. Ouais, la fin de la session, oui. Oui. Alors, mon curseur n'a plus de paramètres parce que je suis capable de dire select étoile from emp where sal est plus grand que select average de sal from emp. Là, je me dis, monsieur, pourquoi vous déclarez une variable? Pourquoi vous n'avez pas mis ça directement là? Ça aurait aussi été légal, mais je trouve ça moins joli. Fait que je me suis quand même déclaré une variable. J'ai mis la moyenne dans la variable. Je l'ai affiché pour être capable de le voir. Puis là, ben, on va changer notre petit call ici. Je vais vider ça. On va regarder si ça fonctionne. N'est-ce pas merveilleux? Donc, je vous donne combien de temps vous pensez avoir besoin pour faire cette procédure-là? 5 à 10. OK. Je vous donne jusqu'à et 50. Puis je vous laisse le code là. Vous pouvez vous inspirer et retenir. C'est important, ça va être une question de quiz. Je sais que j'ai l'air de ramener souvent la même chose, mais enseigner quelquefois, c'est répéter. La règle d'or est ne jamais faire en PL ce que tu peux faire en SQL. Et Gildor l'a eu intuitivement. Il dit, monsieur, il y a de quoi, le AVG, là, on a appris ça dans notre cours. Il se souvenait de ce morceau-là. Il disait, il semble d'avoir une façon plus facile que vos 20 lignes de code pour faire la job. Ben, ça vous donne une idée, on a 214. On va se rappeler de Gildor on va se rappeler de Gildor pour cette règle d'or, monsieur. Merci pour le truc. J'ai toujours la misère à faire retenir ça. Ça va être Je vous remercie, monsieur. Ça va être le seul cours dans lequel tout le monde va se rappeler de la règle. On fait juste passer à Gildor et puis la règle d'or apparaît directement. Oui, souvenez-vous, Gildor avait dit il n'y a pas un AVG dans cette histoire-là. Oui, il y avait un AVG. Ne jamais faire en PL ce que tu peux faire en SQL. Parce que SQL, c'est beaucoup plus vite. Donc, on l'a vu ça, fait que je n'ai pas besoin de poursuivre. Les deux, je vous les ai montrés. Et celui-là, c'est celui qui, en fait directement calcul de la moyenne ici. Ce pas les mêmes tables. Ça, c'est les tables employés. Et là, ici, c'est ce que je vous ai dit. On a le droit d'utiliser un sous-select pour calculer la moyenne directement dans l'énoncé. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Ce qui m'amène à vous dire, SQL, c'est un langage qui travaille sur des ensembles. On est habitué, nous autres, comme programmeurs, à faire des book for, passer dedans, faire des itérations, mais sont beaucoup moins efficaces. Alors ici, on arrive à la règle d'or. Ne jamais faire en PL SQL ce qui peut être fait en SQL. Et la règle d'or, on va la peinturer en or.
et on va la mettre en bold et la souligner. Et voilà. Alors, moi, je ne ferai pas faire beaucoup d'exercices en PL parce que, vous êtes en infrastructure et vous programmerez probablement pas beaucoup de bases de données au complet, mais vous allez être pris à voir ce que fait des développeurs et vous devez au moins comprendre un peu le langage. On va poursuivre notre apprentissage du langage au retour de la pause avec les déclencheurs. Donc, on se revoit à 5 heures. Parfait, monsieur. Bonne pause. Je mets C'est en appel correct. enregistré. C'est-tu assez clair, l'éclairage? Vous voyez bien? Ouais. Ben, de l'ordinateur ou votre bureau? Ici, vous me voyez dans le petit Ouais, coin ouais. rond? Ouais, ouais. OK. Je n'avais pas d'apparaître comme un fantôme. La réponse, c'est non, je n'ai pas l'air d'un fantôme. La vie est belle, mais j'ai tout fermé alors qu'on devait garder le petit 14 ici. Faites-en pas, je vais vous mettre le PDF dans la semaine. File, save as. Trois CS. Donc, je vous dépose dans la semaine 8. Je n'avais pas déposé le cours 13. On avait déjà le cours 13. OK, qui était PLSQL cours 13, c'est beau. Je vais vous déposer 14. C'est là qu'on est rendu. Les déclencheurs. Semaine 8. C'est déposé sur les rangs. Et ça devrait ressembler à ce que j'ai mis à l'écran. Eh bien, les déclencheurs, la définition rapide d'un déclencheur, c'est un bout de code qu'on accroche à un événement qui se produit sur une table. OK, monsieur, ça a l'air de l'allure. Quel genre d'événement, selon vous, peut se produire sur une table? Insert, delete, update. Merci, c'est exactement ça. Alors, quand ces événements-là arrivent, on peut accrocher du code PLSQL qui va s'exécuter. Donc, un bloc PLSQL
lorsqu'une instruction insert, update, delete s'exécute. Et on va être capable de... On peut faire ce qu'on veut. En fait, avec ça, on peut loguer dans d'autres tabs, on peut, etc., etc. Donc, dans les déclencheurs, on en a deux. Un déclencheur qui regarde juste l'événement, insert, update ou delete. Dans ce cas-là, il va se déclencher une fois sur un insert, même si tu as 54 rangées à insérer ou sur un delete. Nous autres, on va travailler beaucoup plus avec les déclencheurs de type ligne. Donc, pour chacune des lignes ou des rangées que je mets dans la base de données, hein, si on parle du niveau commande, ici, là, on parle au niveau de l'énoncé. Et quand on parle au niveau ligne, ici, on parle au niveau rangée de la base de données. Le déclencheur de type énoncé là, sur une commande va s'exécuter une fois, puis il ne voit pas aucune des valeurs des rangées qui sont affectées. Tandis que celui du niveau ligne, il va se déclencher, si tu insères 10 lignes, il va se déclencher 10 fois ton code et tu vas avoir le droit, dans ton code, d'accéder aux valeurs qui sont insérées dans la table. Et on va regarder quel type de traitement on peut faire là-dessus. Donc, pour faire un trigger, on va reconnaître le premier bout ici. Create or replace trigger avec le nom du trigger. On la table. For each row va mettre le déclencheur au niveau de la rangée, puis on peut même mettre une condition. Puis tu peux avoir un before insert ou after insert. Insert, delete, update. For each row. Et when condition, c'est tu vas exécuter seulement lorsque ta condition est vraie. Et là, ici, là, c'est écrit en tout petit, mais on peut citer les valeurs de la ligne, parce que vous vous souvenez, là, je vous ai dit, un déclencheur de rangée va s'exécuter pour chacune des rangées. Et là, à l'aide des mots-clés, puis là, il manque un 2 points ici, 2.hold et... Non, excusez, mon erreur. À l'aide des mots-clés hold et new, dans le when, on va être capable de faire quelque chose. Alors là, ce qui serait intéressant, ce serait de créer une nouvelle colonne salaire total dans notre table des employés et un déclencheur de ligne sur l'insert update pour calculer le salaire total puis le mettre dans le salaire total. Donc, bougez pas. On va regarder comment ça se fait, mais ça va être ça. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut gérer les événements de façon transparente. Les événements qui peuvent se produire sur une table, comme Alexandre nous l'a dit, insert, update, delete, peut être déclenché avant que l'insert soit fait. Puis là, ben, là, vous allez dire, monsieur, comment vous voulez dire avant que l'insert soit fait? Ça n'a pas de sens. Tant que la BD a poursu l'insert, on veut dire avant que la table soit mise à jour par l'insert, parce que là, l'insert, c'est sûr qu'il est déclenché, ou après que la BD soit à jour. Peut être défini soit pour une commande, et là, je vais vous remettre encore le terme ici, énoncé, ou pour une ligne de la table, plus communément appelée une rangée.
Bon, là, on en a une facile. Selon vous, qu'est-ce que ça fait le déclencheur qui est là? Genre, avant une suppression sur la table des employés, Oui, il va y avoir un message qui apparaît comme affiché à l'écran. La suppression a été faite par c'est ça. le nom d'utilisateur. C'est bon. Comprenez ici que naturellement, tu ne ferais jamais ça. Parce qu'il n'y a personne qui est assis sur la console du serveur pour regarder si tu fais de quoi là. On comprend que ça, c'est un exemple en classe qui ne sera jamais valide ailleurs, mais copier-coller et on va au moins regarder notre premier déclencheur. Donc, ça, j'ai fini. Et user, c'est une variable qui est toujours disponible en PL qui va vous dire qui est l'utilisateur connecté. Donc, ça, c'est create or replace trigger TR supprimer employé. Before delete on EMP begin affiche-le. Bon, ça pour moi, c'est clair. Il est fait. Là, on va aller voir quel employé on peut supprimer. On va supprimer Tom, l'employé 7778. One row deleted, la suppression a été faite par Scott. J'étais connecté comme Scott. Vous pouvez ici prendre l'icône qui est là et faire rollback. Fait que ça va remettre, étant donné qu'on n'a pas fait de commit, ça va remettre l'enregistrement dans BT. Il y en a-tu qui n'a pas compris ce que le déclencheur a fait? Right? Qui ne dit mot consent. Et ce déclencheur-là, est-ce que c'est un déclencheur au niveau de la commande ou au niveau de la ligne? De la commande. Merci beaucoup. Il est effectivement au niveau de la commande. Si j'avais voulu le mettre sur la ligne, qu'est-ce que j'aurais rajouté? Monsieur, je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que vous pouvez zoomer un peu Ça va votre coûter écran? cher. Ouais. Oui, Ok. ça va me faire plaisir. Et ça, si je me rappelle, là, non. Préférence. Est-ce que ça te convient? Ouais, c'est parfait comme ça. Il n'y a pas de problème. Merci. Alors ici, on a un déclencheur. Et là, j'ai ajouté for each row. Pour les besoins de la cause, on va déliter plus. Ah, attendez. Comment je refais ça? Donc là, je pourrais effacer les deux derniers.
Là, je retourne ici. Là, je vais mettre ça en commentaire. Et mon déclencheur est toujours beau. Là, si je roule ça ici, combien de fois vais-je avoir le message? Présentement, juste une. Exactement ça, parce qu'en ce moment, mon déclencheur est un déclencheur au niveau de la commande. Allons voir si c'est vrai. Deux rows deleted, un seul message. Donc, c'est la preuve que c'est un déclencheur de type commande. Mais si je fais rollback, je m'en viens ici, tout ce que je change, c'est for each row. Je le modifie. Maintenant, c'est un déclencheur de niveau commande ou de niveau rangé? Ou niveau ligne? Niveau ligne. Exactement, parce que j'ai rajouté pour chaque rangée, il va le faire, mais prenez pas pour acquis que ce que je dis c'est vrai, on va le vérifier. Je vais dire ça ici, là, et on va exécuter le delete. Donc, est-ce que c'est clair pour vous la différence entre les deux? Bon, je vais dire que oui. Oui, c'est correct, monsieur. Et le mot-clé ici, c'est si vous voyez un déclencheur avec un for each row, vous autres, tout de suite, ça vous dit déclencheur de niveau rangé. Et là, il y a des affaires cool qu'on peut faire, comme genre afficher la rangée qui va être effacée. Mettons le numéro de l'employé. Alors ici, j'ai simplement concaténé après qui ce qui a effacé. Numéro d'employé, 2 points. Et là, ça ici, c'est une pseudo-colonne. Donc, l'ancienne valeur d'Empno. Là, vous allez dire, monsieur, j'en mets pas de nouvelles. Je sais. Mais on a deux mots-clés à retenir. 2.old, 2.new. 2.old me donne les anciennes valeurs. Pour un update, ça va être cool. Mais je comprends que pour un delete, ça ne fait pas beaucoup de sens. Mais c'est quoi la nouvelle valeur un coup que j'ai délité d'Empno? Ben, il n'existe plus. Donc, quand je fais un delete, il faut que j'utilise 2.old. Parce que 2.new, après qu'il soit effacé, il n'y en a pas de 2.new. Donc, je veux l'ancien numéro d'employé, celui qui était là avant que je le délite. Donc, voyons voir ce que ça fait maintenant. On va s'assurer que notre déclencheur est compilé. Filer ça ici, s'en venir là, et boum. Oups. J'ai oublié de faire un rollback entre les deux. Je n'avais pas fait de commit, fait que de toute façon, voyez-vous, étant donné que mes deux rangées étaient déjà délitées, ben, ils ne sont pas délités, il ne s'est rien passé. C'était quand même pas un mauvais exemple. On recommence. Feu. Oh. Pourquoi est-ce que mes employés qui étaient 777 et 7778 sont morts? Je vais vous donner un indice.
Ça ici, vous pensez que c'est un énoncé de DDL ou de DML? Et j'entends les petits criquets. Vous souvenez-vous, DML, DDL? Moi, je pense que j'ai un blanc de mémoire par rapport à ça. Ben, ça va être important. OK. DML, l'important, là, c'est le M. Pour Data Manipulation Language. Data Manipulation. Fait que je manipule les datas. C'est quoi les énoncés DML, vous pensez, dans lesquels je manipule des datas? Update, delete, puis insert. Et voilà, update, delete, insert du DML. Le DDL, create table, drop table, create trigger, create procédure. Alors, l'énoncé que j'ai fait ici maintenant, c'est-tu du DDL ou du DML? DDL. Ouais. Data definition. Ça, c'est si je crée des objets dans la BD. Ouais, j'en ai créé un objet. Un trigger, c'est un objet. Et quand je fais du DML, ça fait un commit implicite. Alors, votre humble serviteur, soit moi-même, en faisant le create or replace avant le rollback, eh bien, j'ai fait un commit. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Voilà. Retenez-le parce qu'effectivement, c'est important. Et là, je vais y aller à la méthode rapide. Si je me rappelle, je peux faire ça comme ça. Ça me montre la table. Je peux maintenant aller dans Data, faire plus et on va les recréer. Ça va être BRODEUR. Mon manager, ça va être 7782. C'est cool, hein? Vous venez d'apprendre une place pour rentrer des données directes, hein? Ouais, je l'avais découvert pendant le TP l'année passée. Vraiment pratique. T'es hop, puis là, tout le monde connaît notre secret. J'aurais dû faire ça durant le TP de l'année passée. On va aller se mettre un département. Et là, en plus, là, si votre humble prof vous demande « Oui, mais il faut que vous me donniez un script. » Regarde ici, là. Là, voyez-vous? C'est petit un peu, là, je le sais, là. Oups. Mais voyez-vous que ce que vous avez fait, il est là. Fait que tu peux même le copier. Puis je peux vous le donner. Ah ben. Alors, hein, il y en a qui font « Oh, man, j'aurais aimé ça, savoir ça pour le TP. » Mais là, vous le savez. Ça me fait plaisir de le partager avec vous. Je vais vous mettre dans le chat les deux inserts. Mieux que ça, un coup que tu as tout populé ça à la main, tu peux, je crois, faire action,
export, et lui dire que tu veux ça en mode insert, il sauver. Bouge pas, là, je vais essayer de me mettre ça dans quelque chose d'un peu moins cru que ça. C'est un peu loin. Ah, je vais mettre ça là. On est dans le cours 13, hein? 14, 13, 14. Là, je veux ça en format insert. Le DDL, j'en ai pas de besoin. Je veux juste l'export data dans un fichier. La table EMP. Est-ce que vous trouvez ça joli? Mais où sont les applaudissements? Savais-tu découvert Bravo, ça, monsieur. Alexandre? Pardon? Merci, Georges. Alors, je fais juste vous le dire, votre prochain TP, vous allez en avoir à en faire des scripts d'insert, update, delete. Vous allez être capable de faire vos scripts d'insert comme ça, si ça vous tente. Ça va? Good. Oui. Alors, c'est sur la table, vous pouvez même le faire d'ici, si je me rappelle. Export. Je ne vous chargerai pas pour ça, c'est inclus dans votre cours. OK? Alors, là, on va peut-être pouvoir faire ce que je te supposais faire. On s'assurer que c'est commité, que tout est beau. Le select maintenant devrait me montrer mes nouvelles données. Brodeur et Tom sont là. Je m'en viens ici, je vais les effacer. Alors maintenant, à vous de faire la même chose, de faire un déclencheur qui va afficher ça. Mieux que ça, je vous laisse le code source. Mais vous devez le comprendre. Là, moi, je vais tout de suite faire mon rollback pour être capable de le refaire. Rollback, boum. Alors, vous avez 5 minutes pour faire ça. Et vous pouvez vous inspirer. En partie, la job est là. Alors, copier-coller. Vous l'amenez ici. Vous rajoutez ceci. Et vous modifiez le DBMS Putline. Et plus j'indique ça, je vais vous passer ce bout-là gratuit. Je l'ai mis dans le chat. Alors, votre question pourrait être, monsieur, ça c'est beau, je peux afficher de quoi, mais vous avez été le premier à dire, monsieur, ça va envoyer ça nulle part, puisque effectivement, il n'y aura personne d'assisté à BD pour voir ce qu'on a fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer ça dans une autre table? La réponse, c'est oui! Vous pouvez envoyer ça dans une autre table. Au lieu de faire un DBMS output putline, vous allez faire un insert. Sur une table, c'est ce qu'on va voir au prochain cours sur le déclencheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec le copier-coller qui a été capable de faire le déclencheur? Oui, ça marchait. Bravo, Georges. Est-ce C'est qu'on bon. a un autre qui a réussi à copier? C'est bon pour moi aussi.
Bravo, Christopher. Et as-tu été capable de faire le delete ici et voir passer le message dans ta console de DBMS Output? Ah, je vais faire ça. Il faut y insérer, par exemple, les employés 777, 7778. Ils sont dans le chat. OK. Georges, as-tu fait le test avec les employés, le delete sur l'employé 777, 7778? Je vois même. Oui, j'ai l'inséré, après ça, j'ai délité, ça marchait. Ça fonctionne aussi pour moi. Bon, ben là, vous êtes juste trop hot, la gang. C'est grâce à vous. Ouais. Faut toujours bien que vous le fassiez, que vous le compreniez. Alors, ben, c'est cool, gang. Je tiens à vous remercier de votre temps. Est-ce qu'il y en a qui ont une dernière question avant qu'on se quitte pour la fin de semaine? Oui, moi, j'ai une question qui me... C'était durant la pause, ça m'a posé cette question-là. C'est est-ce que le TP, vous allez le remettre à la fin de session ou on va le voir? En fait, c'est mon devoir dans la fin de semaine, Gildor. Ah, wow, parfait. OK. Alors, la semaine prochaine, vous allez avoir votre TP corrigé. Je ne vous dis pas lundi, parce que je vais commencer en fin de semaine. Parce qu'il y en a quand même des, mais cette classe-là n'est pas trop grosse. Fait que, mais tu sais, 1 heure par TP pour vous corriger, fois, je pense qu'il y a 17 étudiants dans cette classe-là, ça fait 17 heures. Alors, je vais probablement faire ça en fin de semaine, En lundi, 2 jours. mardi. En 2 jours, vous allez faire les corrections, d'après votre calcul. Vous ne pourrez plus profiter du beau soleil. Oui, c'est exactement. S'il ne fait pas beau, s'il pleut en fin de semaine, il y a des grosses chances que vous soyez tout corrigé, mais ça regarde bien mal. Mais Non, on se il fait trop revoit beau. mardi. Fait que mardi, je vais être proche de la fin. Si ce n'est pas fait mardi, ça va être fait pour l'autre cours. C'est correct. Parfait, monsieur. Ben, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une super belle fin de semaine. Et là, ceux qui ne sont pas sortis aujourd'hui parce qu'il faisait beau, là, il va faire beau samedi, dimanche. Profitez-en. Ça fait du bien. Mon cerveau va beaucoup mieux quand je sors. Ouais, c'est vrai, ça. Moi aussi, c'est vrai. Ciao, la gang. Bon week-end. Bon week-end à vous aussi, monsieur. Bye, Bon monsieur. week-end à vous aussi, monsieur. Merci, bon week-end, monsieur. Profitez du soleil. Oui, je vais en profiter.